Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui je vous présente 10 changements que je considère importants, voire majeurs, dans le nouveau livre du joueur 2024 de Donjons et Dragons. Allons-y fort pour commencer et parlons des attaques à main nue et des règles de grappin pour agripper. Donc les attaques à main nue donnent maintenant 3 options aux joueurs. Donc on peut infliger des dégâts, comme avant, on peut tenter d'agripper ou tenter de pousser. Donc, les grapples se font maintenant à travers une attaque à main nue. Infliger des dégâts donne toujours 1 point de dégâts plus votre modificateur de force par défaut. Donc, sauf pour le moine, là, on s'entend qu'il peut prendre sa dextérité, ça fait partie de ses habiletés. Agripper permet désormais à la cible de choisir entre un jet de sauvegarde de force ou de dextérité afin de résister au grappin. Donc, il n'y a plus de test là, d'athlétisme opposé pour réussir à agripper quelqu'un. Aussi, on ne permet plus, d'utiliser la même main pour agripper plusieurs créatures. Comme expliqué dans la règle judicieusement nommée, là, un grappin par main. Donc, on s'entend. Ça semble évident, mais c'était pas écrit, fait que des gens agrippaient plusieurs ennemis avec la même main. Ce n'est plus permis de faire ça. Finalement, vous pouvez pousser. Donc, pousser permet désormais à la cible de choisir entre un jet de sauvegarde de force ou de dextérité pour éviter d'être poussé. Donc, encore une fois, il n'y a plus de test d'athlétisme opposé ici non plus. Dans la continuité de tout ça, les créatures agrippées subissent désormais un désavantage au jet d'attaque contre les créatures autres que la personne qui le tient. Donc, le texte aussi est pas explicite sur ce qui se passe quand une créature, en fait, là, est agrippée par plusieurs autres personnes. Il semble, dans ce cas-là, que elles auraient un désavantage pour attaquer tout le monde, parce que, dans le fond, comme une autre personne les agrippe, la première personne qui a le grappin dessus serait protégée de cette manière-là. Une perspective qui peut être excitante pour les joueurs plus nombreux que les monstres sur le terrain. Donc, si au moins 2 personnes l'agrippent, tout le monde a un désavantage qui les protège, dans le fond, quand ils sont attaqués. La mécanique de déplacement aussi, avec un grappin, a été reformulée, ce qui a entraîné un changement qui peut être peut-être involontaire. Dans les règles de 2014, votre vitesse a été divisée par 2 quand vous tentez de bouger avec quelqu'un d'agripper. Désormais, chaque pied de mouvement coûte un pied supplémentaire. Donc, ça semble être la même chose, c'est la même formulation pour un terrain difficile en fait. Déplacer un grappin sur un terrain difficile coûte 3 fois plus de pieds de mouvement que la normale. Un 5 pieds pour se déplacer, un 5 pieds supplémentaire pour le grappin, puis un 5 pieds supplémentaire pour le terrain difficile. Par rapport aux règles de 2014, c'est un avantage, parce qu'en 2014, déplacer quelqu'un d'agrippé sur un terrain difficile coûtait effectivement 2 fois plus de pieds de déplacement que la normale. On faisait un x2 sur notre déplacement, plus un x2 sur le grappin, donc c'était 4 fois plus. Et maintenant, donc, on a une économie de 5 pieds à chaque fois, ce qui peut être un avantage. Deuxième changement que personnellement je considère majeur dans les règles pour jouer à l'édition 2024, c'est tout ce qui entoure les maîtrises d'outils. Des outils d'artisan. Donc, si vous maîtrisez un outil, vous pouvez ajouter votre bonus de maîtrise à tout test de caractéristiques que vous faites qui utilise cet outil-là. Si vous avez une maîtrise avec une habileté qui est aussi en lien avec ce test-là, vous avez un avantage sur le test. Donc, tous les outils qui sont dans le livre ont maintenant une capacité qui leur est fournie. Et tous ont un exemple aussi à quoi ils peuvent servir. J'aurais voulu, honnêtement, avoir encore plus d'exemples dans le livre, mais c'est quand même un bon départ. Donc, chaque outil est lié à une caractéristique pour les tests de D20 et comment ils peuvent être utilisés avec un certain niveau de difficulté. On liste aussi ce qu'ils peuvent produire et si on prend le temps là, de les utiliser, ce qui devrait être, à mon avis, là, intéressant de combiner avec les règles de Bastion dans le nouveau guide du maître de jeu. Ces nouveaux éléments-là, là, vraiment m'enthousiasment beaucoup parce qu'ils ouvrent la porte à de nouvelles capacités hors combat pour les personnes qui savaient pas toujours quoi faire
qui avait pas nécessairement de bonnes statistiques hors combat ou des habiletés, là, des skills qui les avantageaient hors combat. Donc, dans une investigation, par exemple, c'est maintenant possible de détecter du poison dans un breuvage avec les articles de brasseur ou de modifier les chaussures d'un personnage pour leur donner un avantage dans leur prochain jet d'acrobatie avec les outils de cordonnier. Plus on donne des options aux joueurs pour être originaux, ingénieux, pour affronter les dangers, des options pour penser hors de la boîte, là, pour résoudre les problèmes, moi, plus je suis heureuse. Aussi, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, la lecture de comment qu'on utilise les outils, là, pour un voleur qui veut utiliser les outils de voleur, crocheter une serrure, ben maintenant, il utilise son habileté avec l'outil de crochetage, mais avoir Sleight of Hand, par exemple, qui est utile, va lui donner un avantage sur son jet. Troisièmement, les propriétés d'armes lourdes ont changé. Maintenant, vous avez un désavantage sur les jets d'attaque avec les armes lourdes si c'est une arme de mêlée et que votre score de force est pas d'au moins 13, ou si c'est une arme à distance et que votre score de dextérité n'est pas d'au moins 13. Donc, les petits personnages peuvent utiliser des armes lourdes tant qu'ils remplissent ces conditions préalables-là. Donc, on voit qu'ils ont décidé d'unifier en quelque sorte là, les critères pour les armes lourdes et les armures lourdes, parce que maintenant, les armes lourdes et les armures lourdes, les deux ont des prérequis de force pour les utiliser, chose qui n'était pas à l'avant. Personnellement, j'aime le fait que maintenant, un petit personnage, comme votre barbare gnome, puisse utiliser une grande hache. C'est Donjon Dragon. Si quelqu'un peut lancer des boules de feu, mon gnome peut bien manier une grosse arme s'il s'entraîne assez, puis s'il a 18 de force. Là. Donc, pour avoir une arme, une force d'au moins 13, là, il devrait être capable de manier sa grosse hache comme il a envie de le faire si quelqu'un à côté est capable de lancer des sorts. J'aime ce nouveau critère-là, encore là, qui nous permet de jouer un peu plus avec les types d'espèces ou les espèces qu'on peut prendre pour les types de classes qu'on a le goût de jouer. Quatrième changement, pas nécessairement un majeur, mais qui, je pense, quand le bestiaire des monstres va sortir, va peut-être avoir beaucoup plus d'implications. Vous le savez peut-être déjà, sinon je vous l'apprends, je fais mon coming out, aimant beaucoup la 4e édition, et oui, j'étais déjà familière avec la nouvelle condition dans l'édition 2024, là, qui se nomme Bloodied, ensanglanté. Donc le terme ensanglanté a été réintroduit, c'était comme je vous dis, c'était utilisé en 4e édition, là, et que ça indique qu'une créature a atteint ou a moins que la moitié de ses points de vie. Maintenant, il y a une poignée d'habiletés de sous-classe qui va vérifier cette condition-là. Par exemple, le guerrier champion. J'imagine aussi que ce terme-là devrait apparaître plus souvent dans le nouveau bestiaire. Dans la 4e édition, il y a beaucoup de monstres qui fonctionnaient avec ça. Ça débloquait des nouvelles habiletés une fois qu'il était blooded. Pensez à la 2e forme d'un monstre quand il est très blessé, là. Donc, je pense qu'il y a des manières très cinématographiques aussi d'apporter cette information-là aux joueurs en décrivant l'état des ennemis. Pas besoin que ça soit hyper mécanique, là. Donc, les personnages joueurs sont sur le terrain, ils voient si les ennemis sont blessés ou non, s'ils ont l'air très fatigués, affaiblis ou non. Définir l'état ensanglanté qui permet de débloquer certaines habiletés, je crois que c'est une très bonne idée, autant mécanique que cinématographique. 5e élément, lancer des sorts. Bon, vous en avez probablement déjà entendu parler parce que ça le fait sans dire scandale, là. On en a parlé sur les réseaux sociaux, là. Donc voilà. Les règles de 2014 contenaient un passage qui, à mon avis, était plutôt mal rédigé, qui vous interdisait de lancer un sort de niveau à la fois comme action bonus et comme action au cours du même tour. Donc, vous ne pouvez pas faire Healing Word puis faire Fireball dans le même tour. Donc, il y a quand même de nombreux joueurs là, qui ont du mal à comprendre cette règle-là parce que Wizard of the Coast l'a réécrite. La page 236 du manuel du joueur 2024 comprend une section clairement intitulée « Un sort avec un emplacement de sort par tour », ce qui explique que vous ne pouvez lancer qu'un seul sort qui nécessite un emplacement de sort par tour. Donc, on explique spécifiquement que vous pouvez toujours lancer un sortilège si vous lancez un sort, ce qui était déjà le cas en action bonus. Mais ça laisse aussi une opportunité, à mon avis,
amusante. Vous pouvez lancer des sorts sans restriction d'emplacement de sort. Ça existe. Si vous pouvez utiliser un objet magique, comme par exemple un parchemin, ou une caractéristique de classe, comme les pas de fée là, du sorcier archivé, vous pouvez toujours lancer un sort en utilisant un emplacement de sort durant votre tour. Donc, certaines espèces, certains peut-être objets magiques, permettent de lancer des sorts c'est écrit comme ça, sans utiliser d'emplacement de sort. Donc, on peut prendre ça et dans notre action, lancer un sort. Donc, je ne sais pas si c'est intentionnel. Les règles de 2024 n'utilisent plus le terme sort de niveau que les règles de 2014 utilisaient pour distinguer les sorts de niveau des sortilèges, des cantrips. Donc, au lieu de ça, les règles 2024 décrivent désormais les sorts lancés avec un emplacement de sort, donc comme les sorts de niveau 1 et plus. Donc, j'imagine que ça vise à rendre les interactions de règles plus faciles à comprendre, mais ça ouvre quand même la porte à pouvoir lancer des sorts qui requièrent pas d'emplacement, souvent liés à l'espèce ou aux objets magiques, comme je l'ai dit, et des sorts requérant des emplacements de sorts. Donc, c'est peut-être une passe-passe pour passer, puis comme ça, parfois combiner certaines actions ou donner une plus-value à ces espèces-là qui permettent d'utiliser des sorts sans emplacement de sorts ou certains objets magiques. Le prochain manuel Guide des maîtres va comprendre énormément d'objets magiques. Donc, ça va être intéressant de voir à quel point ils vont devenir intéressants à avoir pour les lanceurs de sorts. 6e élément, comprenant, selon moi, des changements relativement importants dans les mécaniques, la surprise. Donc, la surprise est maintenant à la fois plus facile à juger, mais aussi moins impactante sur le jeu. Donc, si un combattant est surpris par le début du combat, le combattant a un désavantage sur son jet d'initiative. C'est la nouvelle règle. Avant, beaucoup de gens pensaient qu'il y avait un tour de surprise. C'était pas le cas, là, c'était une condition individuelle. Quelqu'un était surpris, qui était appliqué à cette créature-là, et qui faisait qu'elle ne pouvait pas prendre d'action à son tour. Maintenant, la nouvelle règle liée à la surprise est mieux écrite, elle est beaucoup plus simple. Tout ce qui se passe, c'est que la créature, elle est désavantagée sur son jet d'initiative. On s'entend là que même avec un désavantage, une créature ou un personnage joueur, on s'entend, surprise, peut quand même lancer un très bon jet. Si vous avez des modificateurs qui vous font que vous avez une meilleure initiative, donc vous avez des avantages, des plus, des modificateurs positifs là, sur votre jet, ils demeurent là. Donc, pour les joueurs, ça enlève le plaisir d'établir peut-être une stratégie d'attaque pour prendre en surprise le camp adverse, parce que c'est vraiment moins avantageux qu'avant, mais c'est une médaille à deux côtés. Le groupe de joueurs qui se fait surprendre passera pas un tour complet à rien faire sauf manger des dégâts sans réagir. Je pense que il y a une volonté justement pour Wizard of the Coast de essayer de faire disparaître ces moments-là où les joueurs ne peuvent rien faire, où il y a un tour de surprise où ils ne font que manger des dégâts. À noter aussi que le don alerte maintenant empêche plus d'être surpris. Toutefois, il permet en tout temps d'ajouter son bonus de maîtrise à son jet d'initiative, que vous soyez surpris ou non. Comme j'ai dit, si vous avez des modificateurs, vous pouvez les ajouter quand même, ce qui rend le désavantage moins contraignant. Je suis aussi curieuse, comme le guide du maître de jeu n'est pas encore sorti au moment où je fais la vidéo, si les armes d'avertissement vont être de retour, et si oui, comment elles seront mises à jour, considérant que plus beaucoup d'avantages à ne pas être surpris, ou l'avantage est moins là qu'avant. 7e point, on parle plus ici d'une clarification qu'un changement en bonne et due forme, mais il est explicitement, précisé maintenant qu'une créature peut désormais toujours échouer volontairement à un jet de sauvegarde si elle le souhaite, ce qui n'était pas le cas dans le manuel précédent. Donc, ça peut être utile à de multiples moments. Donc, les joueurs qui veulent profiter de certaines habiletés d'autres joueurs, mais qui imposent un jet de sauvegarde. Par exemple, les barbares qui peuvent téléporter des créatures qui échouent un jet de sauvegarde, ou un joueur qui va en agripper un autre pour se déplacer avec lui. Ben maintenant, vous pouvez juste dire « Ah, je veux échouer mon jet de sauvegarde, je me laisse faire. » Là, ça fait partie des règles. Encore là, ce n'est plus un accord tacite entre joueurs d'avoir une règle maison pour le permettant. 8e point, dans le même ordre d'idée, les attaques d'opportunité sont passées à une créature hostile, qui nous permet de faire une attaque d'opportunité, à une créature que vous pouvez voir.
Bon, on s'entend que vous n'allez pas vouloir attaquer à tout vent vos alliés, là. C'est pas ça qui change. Mais combiné avec Warcaster pour les lanceurs de sorts, mais ça permet de lancer des sorts bénéfiques sur les alliés en tant que réaction. Ça vous permet de faire un allié passe à côté de vous, vous faites un Cure Wound en réaction. Ça, c'est quand même sympathique. Un ajout qui peut, ou une petite modification minime, mais qui peut avoir des implications intéressantes pour les joueurs. Avant-dernier changement, l'inspiration héroïque. Donc, l'inspiration héroïque permet de relancer un dé immédiatement après avoir été lancé. Donc, c'est plus uniquement le dé 20, ça vous permet, vous n'avez plus besoin en fait de l'utiliser non plus avant le jet, qui était le cas avant. Vous pouvez donc relancer n'importe quel dé à n'importe quel moment, mais vous devez l'utiliser obligatoirement le nouveau résultat. Donc, si vous gagnez une inspiration héroïque, mais que vous en avez déjà une, vous allez la perdre, vous pouvez pas les cumuler, à moins que vous la donniez à un allié qui en a pas. Ça, c'est permis. Donc, j'en ai déjà une, je peux la donner à quelqu'un d'autre, c'est permis. À noter donc que vous pouvez autant relancer les jets d'attaque, les jets de dégâts, de sauvegarde, les jets de compétences, que les jets de sauvegarde contre la mort, là, plus spécifiquement. Donc, si vous roulez un 1 ou pire, vous venez de rouler votre 3e échec dans les jets de sauvegarde contre la mort, vous pouvez essayer de vous sauver la mise une dernière fois si vous avez conservé votre inspiration héroïque pour ce moment clé là. Dernier changement que j'aborderai dans cette vidéo, l'épuisement. Je l'ai déjà dit dans notre longue vidéo, nos premières impressions sur le jeu, Félix a tendance à aimer nous épuiser dans ses parties. Donc, au lieu de devoir se fier à un tableau dont j'étais incapable de me rappeler, on subit maintenant -2 à tous nos tests de D20, oui, et -5 à tous nos mouvements, notre vitesse pour chaque niveau d'épuisement. On subit toujours la mort à 6 d'épuisement, mais le reste de la mécanique de récupération reste inchangé. Donc, on enlève un niveau d'épuisement par long rest. Je pense en fait que c'est vraiment fluide, cette nouvelle règle-là d'épuisement. Le tableau était déjà extrêmement punitif, alors je vois pas ça comme quelque chose de pire, là, loin de là. En fait, je trouve que c'est beaucoup mieux balancé de cette manière-là. À noter quand même que lorsqu'on parle de test de D20, on parle de tous les jets qui utilisent le D20. Attaque, compétence, sauvegarde, dont le jet de sauvegarde contre la mort. Donc, on s'entend que si vous êtes au niveau 5 d'épuisement, vous tombez au combat, vous avez 0 point de vie, vous avez -10 de pénalité à tous vos jets. Donc, si vous n'êtes pas le maître du coup critique, là, vous roulez un 19, ça vous fait 9 comme résultat, ça vous fait un échec. Là. Ça explique pourquoi vous mourrez automatiquement au niveau 6 d'épuisement. Parce que mathématiquement, c'est impossible de réussir un jet. Là. Donc, maintenant, quand on parle des tests de D20, on parle de tous les tests de compétences, d'habileté, des jets d'attaque, les jets de sauvegarde, comme j'ai dit. Puis comme j'ai dit, Jeremy Crawford a bien spécifié que les jets de sauvegarde contre la mort, bien qu'ils sont spéciaux, sont des jets de sauvegarde en bonne et due forme. Là. Donc, si vous êtes épuisé lorsque vous tombez à 0 point de vie, la mort est vraiment à votre porte. Ça fait mal. Soyez pas épuisé. Je l'ai subi. C'est très difficile. C'est une belle mécanique, mais qui peut être très punitive pour vos joueurs, ou pour vous, si vous êtes le joueur. Voilà, c'est mes 10 premiers, je vous dirais les 10 éléments importants mécaniques majeures, je vous dirais, qui peuvent modifier la partie, ou que c'est important de savoir du moins dans vos parties de Donjons Dragons si vous jouez avec l'édition Les Règles 2024. Si vous avez des questions, des idées, des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Si vous avez d'autres mécaniques que vous considérez importantes de soulever, qu'elles ne sont pas pareilles, même chose, partagez-les. Sinon, mais si vous aimez la vidéo, un petit pouce en l'air, c'est toujours encourageant. Si vous voulez nous encourager davantage, vous pouvez faire un cours sur Patreon. Vous avez toutes nos vidéos avec une semaine d'avance et parfois des goodies particuliers qu'on donne juste à nos Patreons. Donc voilà, c'est tout. Bonne fin de journée. Bye!